Bonjour, est-ce que Marine, tu pourrais te présenter? Oui, alors bonjour à tout le monde. Merci d'être là, nombreux et nombreuses. Donc, je m'appelle Marine Simon, je suis belge, j'habite la Drôme. Je suis facilitatrice en intelligence collective depuis une bonne quinzaine d'années et j'accompagne des collectifs de tous bords, des entreprises, associations, des collectifs d'habitants dans des projets de gouvernance participative depuis maintenant une petite dizaine d'années. Voilà, je donne des formations aussi à ce propos. Et puis, je suis auteur. Voilà, je suis auteur, entre autres, du livre que tient en main Jérémy, qui s'appelle Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Et son sous-titre, c'est Inspiré du vivant, de la permaculture et des peuples racines, changeons de culture. Voilà, ça c'est mon deuxième ouvrage puisque j'ai été co-auteur aussi en 2014 d'un livre sur l'intelligence collective qui s'appelait Intelligence collective, co-créons en conscience le monde de demain. Voilà, qui est un livre écrit en intelligence collective. Et c'est un podcast aussi. Voilà, Tout tourne rond sur cette terre est un podcast qui est présent sur toutes les plateformes avec un épisode mensuel et dont la première saison sur une année a pour thème ce vivant dont nous sommes. Voilà, et où j'y invite, comme dans mon livre d'ailleurs, hein, parce que ce livre, il a été co-construit avec 13 contributeurs. J'y invite des témoins et des témointes ou témoignes, je ne sais pas comment on met témoin au féminin, du vivant qui peuvent nous raconter finalement ce qui se passe dans cette maison que nous habitons tous et toutes et que finalement nous connaissons extrêmement mal. Et la deuxième Donc, saison, son un thème, livre ce sera… préfacé, un livre Pardon. préfacé par Valérie Cabane et Gauthier Chapelle. Voilà. Et ce soir, effectivement, on va parler de la culture du vivant, de la difficulté d'avoir une culture du vivant dans notre société avec la culture que l'on a occidentale. On va parler effectivement du vivant, des peuples racines, et ça va être, comme je vous disais, interactif. Et il y aura trois séquences. La première, c'est faire connaissance avec donc Marine Simon, que je suis ravi d'avoir. Je me souviens qu'on avait fait un petit call avec, ensemble et j'étais très, très intrigué par les formations, les sessions que tu proposes. Et je suis admiratif de ce que tu transmets et je suis content que tu passes un petit moment avec nous. D'ailleurs, c'est les éditions Yves Michel. Il est toujours quelqu'un de merveilleux. Euh, Déjà, faisons connaissance avec toi. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à écrire ce livre, puisque toi, tu es dans l'intelligence collective à l'origine. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené sur ce sujet-là aujourd'hui et avec nous ce soir? Mais en fait, je dirais de moi, c'est un peu récent comme prise de conscience, mais je pense que j'ai envie de vous le partager, c'est que je pense que je suis à la fois un lombric, parce que j'aime aller digérer un tas de choses, digérer un tas d'informations. Je suis curieuse de plein de choses et donc j'aime les digérer pour pouvoir en faire quelque chose de fertile pour les autres, pour moi et pour les autres, et de donner accès. Je suis aussi une tisseuse, j'adore ça, j'adore mettre en contact, j'adore croiser des choses depuis toujours. Voilà, je suis câblée comme ça. J'adore mettre en lien des choses qui semblent séparées. Et puis, je suis aussi une outilleuse parce que j'ai vraiment besoin de vérifier dans la matière si ça marche. Voilà, donc ça, c'est sur la base de qui je suis. Et puis, pourquoi ce livre sur le vivant? Mais parce que le vivant, en fait, c'est ma grande passion depuis que je suis toute petite. Voilà, c'était vraiment très, très important pour moi, au point que d'ailleurs, en tout cas, le vivant non humain était plus facile pour moi que le vivant humain, donc les Allô? plantes, les animaux, m'étaient vraiment Oui. chers. Ah, il y a quelqu'un qui devrait couper son micro. Voilà, m'étaient vraiment chers. Et les collectifs humains, c'était assez compliqué. Voilà, je me sentais, au-delà de 3 personnes ou 4 personnes, je me sentais très perdue. Je ne savais plus quand je pouvais parler, quand je devais parler, si ce que je disais tombait bien ou mal. Voilà. Et donc, je me suis construite avec ça. Voilà. Et Tu me j'ai eu disais qu'à 18 ans, tu aurais fait biologie. Oui, absolument. Mais je n'ai pas fait biologie, j'ai choisi une autre voie. Voilà, mais ce métier, effectivement, enfin, m'aurait plu, mais finalement, j'y suis revenue par la bande.
Et donc, j'ai fait plein d'autres métiers. J'étais journaliste, j'ai travaillé dans la pub, voilà, jusqu'au moment où j'ai eu envie quand même de retourner, voilà, tester ce vivant, mais ce vivant aussi dans notre conscience. J'ai fait des études sur le tard d'historienne d'art et de systémique. Et finalement, c'est via, en étant art thérapeute, coach, que j'ai fini par rencontrer tout à fait par hasard les pratiques d'intelligence collective. Et pour moi, ça a été une vraie révélation parce que, voilà, lisant beaucoup et m'inspirant déjà beaucoup du vivant, j'avais l'impression d'accepter l'héritage du vivant par ces pratiques qui installent, on en parlera plus tard, hein, mais qui installent de la sécurité, de l'équité et qui fonctionnent de manière circulaire. Voilà, j'avais vraiment l'impression de ça. Et en même temps, dans le même temps, j'ai rencontré Gauthier Chapelle, donc, qui est biologiste, biomiméticien, que Bertrand connaît bien, avec qui on a fait un travail, un travail de recherche. Lui, comme biomiméticien, regardait, observait, cherchait ce que le vivant avait mis en place pour réussir son test de durabilité. Et moi, j'avais des résultats avec mes pratiques d'intelligence collective et on a essayé de regarder si on pouvait en tirer des règles de durabilité pour les collectifs. Voilà. Le vivant, je le rappelle, étant quand même la plus grosse organisation existante, autogérée, sans chef et sans centralisation, qui crée et qui entretient les conditions de la vie à chaque instant. Donc, c'est quand même assez énorme. Et donc, je trouvais que c'était, puisque c'est en plus notre maison et en même temps, ça vit en nous, hein, dans nos corps, nos cellules fonctionnent comme ça me semblait être une belle source d'inspiration. Et à la même époque aussi, j'ai eu l'occasion de créer en Belgique une association qui s'appelle Terre et Conscience, qui donne aujourd'hui des parcours longs en permaculture, en agroécologie, etc. Et c'est là que j'ai appris la permaculture au potager. Voilà. Pour moi, la permaculture, c'était une technique maraîchère qui respectait le vivant. Et tout ça, pour moi, commençait à mailler en moi. Je trouvais que ça avait vraiment du sens. Voilà. Et puis finalement, dans mes accompagnements de collectifs, j'ai de plus en plus souvent des demandes d'accompagnement sur des projets d'entreprises libérées, de gouvernance participative partagée. Et évidemment, je le faisais avec mes pratiques, j'accompagnais ça avec mes pratiques d'intelligence collective et une formation en systémique que j'avais faite. Mais j'avais le sentiment de rester quand même la référente des collectifs. Voilà, ils m'attendaient pour dire quelle était l'étape suivante. Et du coup, je me suis mise à chercher un socle qui puisse être partagé et qui pourrait leur permettre de s'autonomiser. Et comme je sais que le vivant voilà, regorge de tout ça, je suis allée faire une formation à la ferme du Bec-et-Loing en permaculture. Et c'est là que j'ai découvert les principes de la permaculture. Ça a vraiment été un choc pour moi. C'était en 2016. Voilà, pour moi, c'était les principes des pratiques en intelligence collective que j'utilisais depuis 10 ans. C'était assez énorme. Et avec Louise Géhin, qui à l'époque était responsable de l'Institut Silva là-bas, on passait notre temps à dire, elle me disait, alors on a tel problème dans l'équipe, on a déjà essayé de faire ça, mais ça ne marche pas. Alors je lui disais, ok, et au potager, du coup, ça ressemble à quoi? Alors elle me dit, bah, à ça. Et qu'est-ce que vous faites au potager pour résoudre ça ou pour... Ah ben ça. Et donc, si on ramène ça dans Oh, mais c'est le contraire de ce qu'on fait. Voilà. Et je suis sortie du Bec-et-Loing, j'ai tapissé mes murs de tout ce que j'avais appris en intelligence collective, des principes de permaculture, et je me suis mise à faire un travail très profond de croisement des deux, que je suis retournée présenter à la ferme du Bec-et-Loing, où ils m'ont vraiment confirmé que je ne rêvais pas, que tout ça était bien, voilà, que ça avait vraiment du sens. Et c'est là que ça a démarré. On a animé des ateliers, entre autres avec Emmanuel Delannoy et Yeroun de l'Institut Inspire à l'époque, pour aller tester ça, voir comment les gens réagissaient à ça. Et finalement, les personnes y réagissaient très bien et en nous disant aussi, mais ces principes de permaculture sont aussi des principes de développement personnel, sont des principes d'éducation alternative, sont des principes de santé holistique. Et ça m'a donné envie, enfin, je me suis dit, mais là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Là où nous sommes tous un peu perdus dans les crises qui nous arrivent, qui sont des crises systémiques, hein, j'y viendrai, il y a un socle là, voilà, inspiré du vivant. La permaculture, elle est inspirée des principes du vivant et des cultures des peuples racines.
Et pour moi, Holmgren et Mollison sont vraiment arrivés à en faire un mode d'emploi, enfin, ou une grille de lecture et un mode d'emploi pour nous aujourd'hui, avec des principes très clairs. Et j'ai eu envie de partager ça. Donc, c'est comme ça qu'est né ce livre, voilà, inspiré du vivant, des peuples racines de la permaculture, avec, dans le livre 6, si je me souviens bien, champs de pratique, de mise en action, de mise en œuvre voilà, de ces principes du vivant. Oui, tu Voilà parles. ce que je dirais. Ouais, justement, j'étais en train de l'ouvrir, je suis tombé sur Prendre soin. Donc, ça m'a donné envie de lancer la première séquence d'échange sur la culture du vivant et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans nos pays occidentaux. Qu'est-ce qui bloque cette reconnexion au vivant dans notre culture et dans le livre, justement, tu parles de cette culture dominante et de la difficulté de la culture du vivant à émerger. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, je pense que c'est important de voilà, ce que je propose comme définition de la culture, il me semble qu'une culture, ben, ce n'est pas grand-chose d'autre que des entrelacs de croyances à un moment donné, hein, en un temps T, que l'on fait perdurer dans le temps, ne sachant plus au temps 150 pourquoi cette croyance est née, et qui est assortie de rites, et qui est assortie d'habitudes, et qui est assortie de stratégies, et qui font que dans toutes les cultures sont différentes, mais dans toutes les cultures, et ça peut parfois être une culture familiale, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on répète à l'infini parce que c'est comme ça, et chez nous, c'est comme ça. Et voilà, et on ne remet pas en question. Voilà, il y a vraiment des stratégies. Et voilà, si on est d'accord avec cette définition de ce qu'est la culture, il me semble que l'on peut dire que le vivant a une culture, parce que lui aussi, il y a des choses, des patterns, des choses qui se répètent dans son fonctionnement, des choses qu'il ne fait pas, des choses voilà, qu'il a sélectionnées finalement au cours de son histoire, hein, puisqu'il a quand même 3,8 milliards d'années. Et du coup, par rapport à ça, des stratégies qui vont lui permettre de rester vivant, on va le voir. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de parler de notre culture et d'aller voir, voilà, ce qui fait sa toile, et la culture du vivant, qu'est-ce qui fait la sienne. Et en n'oubliant pas que finalement, là, je fais le vivant main gauche ou notre culture main gauche et la culture du vivant main droite, mais nous faisons partie du vivant. Donc, le seul endroit où c'est séparé, c'est dans notre pensée, en fait. Parce que nos cellules, l'ensemble de notre corps fonctionne comme la planète, sans centralisation. Il n'y a personne qui décide d'envoyer tel truc. Voilà. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte que finalement, on a créé un modèle, on a créé quelque chose en se séparant du vivant. Et ça, c'est pour celles et ceux qui auraient lu Sapiens de Yuval Noah Harari. Il le décrit bien, il dit qu'on est la seule espèce à être capable d'inventer des histoires et de vivre dedans. Et donc, et d'assortir ces histoires de lois, de règles, de codes d'exclusion ou d'inclusion. C'est vrai de nos modèles économiques, c'est vrai du libéralisme, du capitalisme, du communisme, mais aussi des religions. Voilà. Et ça nous déconnecte de finalement cette biosphère dans laquelle nous vivons et dont nous sommes à 100% dépendants, seulement bénéficiaires. Voilà. Et donc, pour moi, c'est important, c'est intéressant. En tout cas, j'ai eu envie de faire ce travail de comparer notre culture et celle du vivant pour voir le mouvement que l'on aurait à opérer si on voulait quitter notre culture et rentrer à la maison du vivant, finalement, se réintégrer, redevenir une espèce adaptée, ce que nous ne sommes pas du tout pour l'instant. Voilà. Et du coup, effectivement, on s'était dit qu'on allait vous faire réfléchir à ça parce que ce que j'ai observé dans mes recherches, c'est qu'il y a quelque chose entre notre culture et celle du vivant qui tourne autour de deux actions qui sont prendre soin et obtenir des résultats. Voilà. Et elles ne sont pas rangées dans le même ordre, elles ne sont pas dans la même relation entre elles dans notre culture et dans la culture du vivant. Et donc, on avait envie, effectivement, avec Jérémy, de vous proposer d'y réfléchir, là, une dizaine de minutes en binôme, pour
que vous jetiez, que vous échangiez sur, si vous étiez un martien et que vous regardiez l'humanité, là, comment elle se nourrit, comment elle se soigne, comment elle s'abrite, comment elle se déplace. Voilà, qu'est-ce que vous mettriez dans votre rapport de manière globale, hein, évidemment que chacun ici est probablement à des endroits différents et a fait peut-être des pas de côté, mais voilà, les symptômes, ce serait quoi? Et du coup, si vous pouviez dans votre échange aussi vous demander, mais tiens, du coup, dans notre culture, ces deux actions, prendre soin et obtenir des résultats, sont dans quel type de relation l'un par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est avant, un qui est après? Il y en a un qui existe, l'autre qui n'existe pas? Est-ce qu'il y en a un qui est... Est-ce qu'ils sont corrélés, décorrélés? Enfin voilà, c'est notre proposition. Je vous propose de réfléchir à ça et de partager. Est-ce que c'est On clair? demande qu'on clarifie un petit peu la proposition. Donc, vous allez avoir 10 minutes en binôme, des fois vous allez être 3. Donc, on va vous laisser 10 minutes. Donc, ça serait bien que vous vous présentiez rapidement. Et ensuite, peut-être que vous posiez ce que c'est pour vous la culture du vivant et que vous compariez. Non, 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 Une non, fois que vous non, avez. non, 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 on ne pose non, pas, on compare les c'est pas deux. ça. Donc, je vais le mettre dans le Oui. chat. C'est Bertrand qui me propose de le mettre dans le chat. Donc, Bon, première allez, étape, on vous c'est, met dans le chat. voilà, première étape, c'est observer les symptômes de notre culture. Mhm. Voilà, comme si vous étiez les symptômes de notre culture. Euh, comment on s'alimente, comment on s'alimente, comment on s'alimente, se déplace, s'éduque, Ouais. produit. Voilà. Voilà, si vous étiez des martiens, hein, vous regardez un peu de haut là. Voilà. Comment Mm. ils vivent ces humains à la surface de cette planète? Ça, c'est la première étape. Et par rapport à ça, et par rapport à cette observation, demandez-vous dans quel rapport, sont les deux actions que sont prendre soin et obtenir des résultats. Est-ce que, voilà, il y en a un qui va avant l'autre, il y en a un qui est là, l'autre qui n'est pas là, est-ce qu'il y en a un qui est 100 fois plus gros et l'autre tout petit? Et, enfin, voilà, est-ce que ça c'est clair? Tu peux l'envoyer dans le chat parce qu'après, ils n'auront plus accès au Ah, chat. pardon, je pensais que je l'avais. Voilà, Voilà. pardon. Je l'avais écrit, je ne l'avais pas envoyé. Voilà. Euh, donc, vous l'aurez, je pense, maintenant, quand vous allez dans les rooms. Donc, vous allez être 2-3. À copier-coller, c'est mieux. Voilà. Donc, vous allez être 2-3. Vous allez avoir 10 minutes. Donc, vous vous présentez, vous regardez comment ça se passe d'en haut. Vous êtes des martiens, comment ils vivent ces humains. Et ensuite, le rapport entre prendre soin et obtenir des résultats, comment ça s'articule, quelles sont les tensions. Si vous avez une difficulté, vous pouvez sortir de votre petit espace et venir nous voir. Et peut-être qu'on fera un petit tour aussi, mais n'hésitez pas, si vous avez un problème, à sortir. Voilà. Et puis, on vous remettra dans votre salle. Si vous êtes tout seul aussi, n'hésitez pas à sortir, ça va être trop triste tout seul. Voilà. Je vous dis donc, on va dire qu'on se rejoint, à mon avis, à moins le quart, quoi. Le temps que tout ça, que vous fassiez connaissance et tout ça, on se rejoint à moins le quart. Et puis, donc, Marine nous en dira un peu plus sur ce rapport entre prendre soin et obtenir des résultats. Et elle nous partagera sa connaissance et sa pratique. Je fais les salles et vous allez donc pouvoir les rejoindre manuellement. Donc, vous êtes invité à rejoindre des salles, donc il faut cliquer oui. Et Marine, toi, tu restes avec moi. Oui.
Gaël, tu es là? Normalement, c'est bon. Tu veux te balader dans les salles? Tu veux... Non, je vais les laisser. Non, non, c'est déjà trop court, donc je vais les laisser Ouais. échanger. J'ai fait plein de fautes dans le chat. Après, une fois que ça va revenir, c'est toi qui anime un peu les échanges? Tu veux. Moi, je pense que c'est mieux, c'est toi, hein. Ok, très bien. Tu connais le Alors, sujet, ils sont là pour toi, hein. parfait. Très bien. Et une fois que ils auront partagé, je partagerai mon doc à l'écran. Euh, pour l'enregistrement, je ne sais pas comment ça va se passer parce que on va se retrouver avec cette séquence-là qui sera enregistrée. Voilà. Donc, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on fasse une pause de 15 minutes. Donc jusqu'à 45? Ouais. Ah, ok, Et puis on parce se que moi, reconnecte j'ai tous pas les deux l'horaire vers des salles. 45. Donc, Moi, je gère juste les problèmes s'il y en a. ok. Mais toi, tu peux faire une pause parce que voilà, c'est pas la peine de parler si jamais c'est enregistré, c'est embêtant. Ok. Mais je reviens à 45, c'est ça l'heure que tu as pour les Oui, salles? oui, peut-être 44, quoi. Mais oui, à 45, je les fais revenir. Super. Eh bien, je coupe. À toutes. Alors.
Gaël, tu es là? Bon, on va les faire revenir. Il y a 8 salles. OK. Valérie, Bonjour. j'espère que tu n'étais pas toute seule dans ta salle, si? Non, non, pas du tout, pas du tout. J'étais avec Katia et Manu, mais alors, tout d'un coup, je suis partie et je ne sais pas où ils sont. Mais comme il y en avait un dans une voiture et l'autre dans un TGV, ils sont peut-être télétransportés sur Mars. Je ne sais pas. Ils y sont retournés. Bon, on va voir. Je vois que Katia est toujours euh, dans la salle 13 Ah, ils et continuent elle à vient se d'en parler sortir. alors. Voilà. Bon, tout le monde est rentré. Salut Christiane. Salut, Joël. Comment ça fait plaisir de te voir. Oui, dans ma maison. On a fait Bonjour la à tous. formation Perma Leader ensemble la semaine dernière à Paris. Et tu m'as envoyé, j'ai vu les photos de ta jolie serre. Vous allez tout savoir. Eh bien, merci à tout le monde. Il y a 8 équipes. Et donc, tout le monde ne va pas pouvoir restituer. Mais en tout cas, c'était un moment pour vous pour réfléchir, vous poser des questions, trouver des débuts de réponse. Et en tout cas, ce qui est important, c'est l'échange avec Marine. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole pour partager ce que vous ressentez et puis poser des questions. Voilà. Je vous laisse avec Marine. Voilà, donc qu'est-ce qu'ont donné vos explorations? À votre avis, voilà, quel est le rapport, quelle est la relation que vous avez pu voir dans notre culture entre ces deux verbes, prendre soin et obtenir des résultats? Qu'est-ce que vous avez pu récolter? Je peux partager? Vas-y, vas-y. En gros, déjà sur le premier stade de l'observation des symptômes de notre culture, en gros, on arrive tous les trois à la conclusion qu'on se déplace sur la tête et que notre condition humaine et que ces 5 verbes, on a rajouté le verbe consommer, donc s'alimenter, se déplacer, s'éduquer, produire et consommer, et que ces 5 verbes sont totalement déconnectés les uns des autres.
dans notre société et que finalement notre condition humaine est aujourd'hui sous-dimensionnée par rapport à notre rapport à la technologie et au temps. On n'est plus capable nous-mêmes en tant qu'organisme de faire face à l'accélération du temps et de la technologie sans céder d'autres choses. Et du coup, par rapport à cette observation, on s'est dit que ces deux phrases étaient liées, qu'on avait besoin de prendre soin pour obtenir des résultats. Encore faut-il savoir de quels résultats s'agit-il. Et du coup, on s'est dit que cette présence à soi, la présence aux autres et aussi prendre soin de l'environnement, donc ces trois dimensions du prendre soin, étaient les conditions pour permettre d'obtenir des résultats tangibles en termes de régénération. Ok, merci. Bon, c'était short. Hein. Qui a envie de partager les résultats de la réflexion de son sous-groupe? Je peux peut-être juste dire, parce que j'ai trouvé qu'on a trouvé une petite formule assez percutante sur le martien qui observe l'humanité, et on est arrivé à dire que nous étions des shadoks boulimiques. Donc voilà, ça veut dire qu'effectivement, on est dans une action, on ne sait pas trop pourquoi, on y va à fond, et au bout d'un moment, on en veut toujours plus, mais on ne sait pas trop de pourquoi faire en fait. Voilà, donc j'ai trouvé que la formule était rigolote. Et puis effectivement, on a vu que le prendre soin et la recherche de résultats pouvaient être soit antagonistes, c'était soit l'un soit l'autre, soit effectivement se compléter. Ce qu'on a vu, c'est qu'on était plutôt aujourd'hui dans une recherche de résultats sans trop se préoccuper de prendre soin, et que c'était peut-être un décalage des échelles de temps. Il y a le temps court qui est je prends soin de moi et je fais tout ce que je peux pour moi à très court terme. Et puis le temps long sur la régénération, sur la planète et autres qu'on ne visualise pas, qu'on ne prend pas en compte. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur l'échelle de temps aussi à ce niveau-là. Voilà l'état de nos réflexions. Merci. Mais si je peux continuer, alors rebondir sur ce shadok boulimique, qui est une très belle image. Notre groupe a mis en évidence aussi que nous étions des gros goinfres, des parasites, des personnes qui vivions hors sol ou dans des silos. Il fallait rentrer dans des cases, dans tous les différents éléments. Et par rapport à les deux actions, prendre soin et obtenir des résultats, nous avons mis en évidence que, en fait, le prendre soin était souvent utilisé pour atteindre des résultats et que c'était ça qui prédominait et pas le prendre soin qui devrait être à la base, normalement, disons, de la démarche. Et c'est vrai que un exemple, durant le confinement, le mot « prenez soin de vous » a été utilisé à tout bout de champ, mais pour obtenir presque des résultats, pour que la société obtempère ou suive certaines directives que le politique avait envie d'atteindre. Et c'est ça qui nous a fait prendre conscience que le prendre soin, c'était surtout pour atteindre des résultats. Ok, merci. Encore un partage? Pour compléter la discussion qu'on avait avec Geneviève, effectivement, dans le petit sous-groupe, c'est l'idée, effectivement, de se dire que, en bâtissant sur l'évocation qu'elle a faite de Sapiens sur les parasites, c'est surtout qu'il y avait une tendance à l'hyperspécialisation qui permettait une meilleure performance et que cette hyperspécialisation conduisait à la perte d'autonomie. Et donc, c'était presque cette perte d'autonomie qui conduisait à prendre soin parce qu'on prenait la mesure du fait qu'on était dépendant des autres. Et que c'est juste parce qu'on est dépendant des autres qu'on prend soin sans en faire un présupposé. En fait. Ok. Merci Sylvie. Qui d'autre? Plus personne? Tout a été dit? On dirait. Hein. On peut en rajouter. Hein. Non, mais si tout a été dit, voilà, je vous rejoins. Vous allez voir ce que donc je partage ici en fait
voilà, ma réflexion, et qui est dans mon livre, donc c'est effectivement une certaine articulation entre prendre soin et obtenir des résultats, et peut-être juste se demander de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de prendre soin, ou quand je parle en tout cas, et de quoi je parle quand je parle d'obtenir des résultats. Et d'en prendre soin, j'ai listé des choses qui me semblent rentrer dans cette acception du terme. En tout cas, c'est considérer, c'est tenir compte, prendre en compte, intégrer, inclure, voilà, faire avec ce qui est là, considérer la différence de l'autre, considérer la différence aussi de ce qui se passe en moi, tenir compte que je peux avoir des émotions paradoxales, tenir compte que je peux, dans un collectif, nous pouvons avoir des postures diverses, des expériences diverses. C'est aussi fixer le cadre et les limites, et on verra que ça, c'est quelque chose que le vivant fait beaucoup, hein, le vivant qui prévoit un dedans et un dehors, toujours, avec une membrane. Fixer le cadre, c'est contenir, voilà. C'est aussi border et protéger. Le cadre, et en tout cas dans le vivant, la membrane qui est autour de notre peau, qui est autour des cellules, qui est autour des bactéries, elle permet à la fois qu'il y ait une identité de quelque chose dedans, qu'il soit différencié de ce qu'il y a dehors, et qu'il y ait du dialogue à la lisière. Voilà. Et à la fois, donc, ça sert à l'identité, ça sert à protéger, à border. Il y a aussi la notion de rendre libre de s'exprimer. Alors, bien sûr, pour nous, c'est s'exprimer par la parole, dire qui on est, rechercher notre authenticité. Et dans le vivant, c'est rendre libre d'exprimer sa forme, d'exprimer, voilà, si vous allez en forêt et vous regardez 1 mètre carré de couvre-sol, vous allez voir à quel point, effectivement, il y a une liberté de s'exprimer. Voilà, que la fougère, elle vit très bien à côté de la ronce, qui vit très bien à côté de l'ortie, et il n'y a pas à un moment quelqu'un qui prend le dessus, là, l'ortie qui est un peu plus, la fougère qui est un peu plus haute, et du coup les autres qui essaieraient de se mouler. Non, il y a une liberté de s'exprimer dans cette diversité. Voilà, et il y a 3 petits points. En tout cas, quand je parle de prendre soin, ce que je ne mets pas dedans, c'est le côté maternage, assister, faire à la place de, voilà, qui dans notre culture peut, voilà, il peut y avoir cette notion, hein, sauver, voilà, c'est pas ça, c'est vraiment plutôt ce que j'ai mis là. Et sur l'obtenir des résultats, de quoi parle-t-on, ou de quoi est-ce que je parle? C'est de créer quelque chose qui dépasse ses créateurs, qui résout, apporte des solutions, que ce soit résoudre un problème technique, un problème relationnel, un problème de gouvernance. En tout cas, la personne ou le groupe va produire quelque chose qui ne tombe pas en boucle sur lui, mais qui dépasse vraiment le niveau de la création. Voilà, sur les définitions. C'est juste pour qu'on puisse être au clair sur ce dont on parle. Et du coup, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, le vivant, quelle est l'articulation? Eh bien, dans le vivant, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on est davantage dans du prendre soin, et je dirais même prendre soin, prendre soin, prendre soin. Pourquoi 3 fois prendre soin? Parce que quand vous regardez les principes du vivant, et dans mon livre, j'ai repris les 16 principes tels qu'ils sont écrits aujourd'hui par Auckland et Dodson, en fait, il y a beaucoup plus de principes qui parlent de prendre soin par la membrane, par le fait de ne pas avoir de déchets, par la rotation des matières, etc., on va y venir, que de principes qui parlent d'obtenir des résultats. Et on est vraiment là-dedans, dans prendre soin pour obtenir des résultats qui eux-mêmes prennent soin. Il y a vraiment une boucle dans le vivant qui crée quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors qu'il me semble que dans notre culture, on est plutôt dans chercher à obtenir des résultats coûte que coûte, et au propre ou au figuré d'ailleurs, hein, et reléguer le prendre soin à tenter de réparer les dégâts. Il y a une espèce de divorce avec, voilà, il y a quelque chose là dans une logique qui est, il faut absolument obtenir, on se paye, c'est une réflexion que j'ai eue dernièrement, que finalement, dans notre culture, on se paye tout ce qu'on peut se payer, parce que financièrement, on a les moyens, ou parce qu'on a la puissance technologique, mais on ne se demande jamais si la Terre peut se le payer. Si elle a les ressources, si elle a le temps nécessaire à renouveler, si elle
si c'est possible dans son système à elle. À aucun moment, en fait. Et donc, on est effectivement dans cet obtenir des résultats qui crée énormément de dégâts et qui compte sur, voilà, souvent le petit peuple des associations pour prendre soin, mais pour prendre soin quand il y a des dégâts. Alors qu'ici, on est dans un prendre soin a priori. Ici, on est dans un prendre soin a posteriori qui tente de réparer les dégâts. Et ce n'est pas facile avec voilà, des métiers là qui sont en général pas très valorisés chez nous. Et en fait, on sait tous que ça, c'est un pari intenable. On sait tous dans nos vies que ça nous prend beaucoup plus d'énergie d'avoir à réparer quelque chose dont on n'a pas pris soin et qui est cassé que de prendre soin a priori. Voilà, c'est vrai de nos relations, c'est vrai de nos voitures, c'est vrai de nos technologies, c'est vrai de nos maisons, c'est vrai de tout, en fait. Voilà pour ce comparatif, pour moi, sur ces deux... Et pour finalement, pour moi, l'enjeu que nous avons, c'est d'arriver à retourner notre culture comme une chaussette pour pouvoir la remettre là. C'est ça qui fera qu'on redeviendra ou qu'on deviendra, on l'a été, hein, mais qu'on redeviendra une espèce adaptée. Tant qu'on est là, on est une espèce inadaptée et le vivant nous le fait savoir. Est-ce que ça va, ça? Si quelqu'un, je propose que, comme je ne vois pas tout le monde, je vois 5 personnes à l'écran, si vous avez une question ou si vous avez quelque chose à dire, prenez la parole parce que, en fait, je ne vous vois pas. Ah bah alors, justement, j'avais une question, c'est Sylvie. En fait, c'est vrai que spontanément, quand j'ai entendu obtenir des résultats bien formatés, j'ai pensé performance, productivité. Donc, je me demandais comment, quand on transpose ça au niveau de la nature, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une productivité ou une performance de la nature? Comment ça se traduit, cette évaluation du résultat? Parce qu'en fait, ce qui nous fait mourir dans nos cultures, c'est qu'on ne veut pas n'importe quel résultat. On le veut plus vite, moins cher, plus ceci, plus cela. Voilà, donc je me demandais comment ça se transposait ou pas dans la nature, ce qu'il fallait en apprendre. Alors, plus vite, moins cher, ça, c'est nous. Du résultat, si ça fait quelques dizaines d'années que tu vis sur la Terre, tu as déjà remarqué que le vivant, quand on lui fout la paix, obtient un résultat merveilleux. Déjà, obtenir le résultat qui fait que là, à l'instant même, nous respirons tous et toutes. Et que cette respiration, c'est le vivant, ce sont tous les organismes qui sont capables de photosynthèse qui nous la fournissent en fait. C'est ultra performant. Je pense qu'avec tout ce qu'on lui fait subir pour le moment, pour le vivant, on pourrait bien manquer d'oxygène. Pour le moment, ça va, ça. On a suffisamment de quoi respirer. Donc, la question de la production et de la respiration, le vivant met tout en œuvre. Et sur la différence, c'est, j'ai animé un atelier dernièrement avec Karim Lab, qui est aussi biomiméticien, et qui nous rappelait qu'en fait, dans le vivant, il s'agit d'une abondance distribuée. Et je donne deux exemples. Le premier, c'est les saumons. Quand ils remontent la rivière pour aller se reproduire, en fait, ils pondent beaucoup plus d'œufs que le nombre nécessaire à maintenir leur espèce. Pourquoi? Parce que le surplus nourrit les autres écosystèmes, les autres êtres, que ce soit des oiseaux, d'autres poissons, voilà, et l'ensemble. Et ces autres êtres créent les conditions de leur vie. C'est vrai aussi du chêne, c'est plus facile à observer. Quand vous regardez le nombre de glands qui tombent d'un chêne, nombre de bébés chênes que ça fait l'année suivante, c'est ridicule. Il y a un livre de Vincent Tillon là-dessus, Être un chêne, qui est extrêmement intéressant. C'est même pas 1%, je pense. Mais ces glands qui tombent au sol nourrissent toute la faune et du coup après aussi la flore qui permettent aux chênes d'être vivants. Et donc c'est une question de... Nous, on a mis en place de la performance pour notre seul bénéfice, alors que le vivant met en place une performance qui nourrit, qui maintient les conditions de la vie de façon plus large. Et ça, on a évidemment... waouh, il ne suffit pas de recycler, quoi. Hein. C'est bien plus
Plus fort que ça. Alors, je vois qu'il y a Valérie Reynois, oui, j'ai un petit qui lève la main. Oui, parce que, non, mais en vous écoutant, Marine, je me disais, mais nous, finalement, on fait la même chose aussi. On produit beaucoup plus que ce dont on a besoin, sauf que le plus, ça devient du déchet. Ah oui. Et est-ce que finalement, donc, quand vous parlez de résultats, il n'y a pas la question de l'impact derrière? Et finalement, repenser notre manière d'être au vivant sur Terre, c'est aussi repenser notre manière d'impacter, parce que finalement, en produisant trop de vêtements, on a inondé des sociétés qui les fabriquaient eux-mêmes. Enfin bref, on ne va pas refaire le… Mais cette histoire de surproduction que vous décrivez dans le monde du vivant comme étant vraiment bénéfique pour l'écosystème, nous, on fait la même chose, sauf qu'on ne se pose pas la question des impacts. Donc, la grande différence, c'est que le vivant, la totalité du vivant, mais nous aussi, hein, votre peau là, est la plante près de vous. Tout ce qui existe dans le vivant est en grande partie composé des 6 molécules de base qui sont l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le soufre, le phosphore, et j'en oublie toujours un, le calcium ou le carbone. Ces 6 molécules de base composent tout. Ces 6 molécules qui sont agencées de manière plus ou moins complexes, qui vont créer des modèles spécifiques. Une plante, des plantes, un humain, un chat, un chien, un poisson, un oiseau, une bactérie. Voilà. Tout ça, ce sont les 6 molécules de base. Et ces 6 molécules de base, qui sont donc les briques du vivant, une fois que c'est mort, le vivant a prévu énormément de décomposeurs, que ce soit des animaux, des bactéries, des champignons, qui vont démonter toutes ces petites briques de base et les remettre dans le cycle du vivant. En fait, c'est ça quand on dit que le vivant n'a pas de déchets. Oui, il a du déchet, mais du déchet biocompatible. Et biocompatible avec une population, une fonction de décomposition que nous n'avons pas chez nous non plus. Ni dans nos organisations, la décomposition, quand une organisation meurt, à part des regrets, de l'amertume et des dettes, il n'y a pas de fonction de décomposition. On n'a pas du tout intégré ça. Ça fait partie vraiment des choses qui font que l'on intègre. Voilà. Il y a Jean-Louis qui lève la main. Et après, je voudrais poursuivre aussi quand même, parce qu'on est ensemble que jusque 20h et je voudrais aller vous emmener quand même au bout de ce que j'ai à vous partager. Oui, donc je vais essayer d'aller vite. En fait, moi, quand je réfléchis, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de la chose, mais quand je réfléchis effectivement au vivant, vu de loin, c'est une magnifique mécanique où tout est synergique, tout se recycle. Mais en réalité, pour les individus, c'est très sauvage le vivant. C'est très sauvage, c'est-à-dire que je ne sais pas si à un moment donné, il n'y a plus assez de nourriture pour une espèce, il y a trop de lapins sur une île, il n'y a plus assez de nourriture, ben, les lapins vont mourir de faim à un moment donné. Et ça contribue effectivement globalement au niveau de la Terre à un équilibre, puisque en fait le système se rééquilibre, mais si on se met dans la peau des lapins, ben les lapins, ils n'ont pas forcément envie de mourir. Donc, si on translate ça à l'homme, à un moment donné, moi, ça m'amène une réflexion finalement, parce que le vivant, c'est magnifique, mais j'ai l'impression que c'est quand même très sauvage. Il y a beaucoup de compétition et même, je sais pas, les arbres, par exemple, dans une forêt, bah, les grands arbres, au bout d'un moment, vont faire mourir les plus petits, enfin pas tous, mais certains. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, le vivant se crée globalement par, effectivement, la mort d'individus va composer une ressource pour d'autres. Mais pour autant, si on se met dans la peau des individus, bah, ça me semble sauvage. Enfin, c'est une réflexion que je me fais. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais voilà, j'aimerais bien avoir un avis sur le sujet. Ouais. Donc, je vous proposerai d'écouter mes podcasts parce qu'ils aident. C'est la raison pour laquelle je les ai mis en œuvre. C'est pour pouvoir nous remettre dans la culture du vivant. Parce qu'on a un tas de croyances comme celle-là. Alors, le vivant, il n'est pas gentil. Ça, c'est sûr. Le vivant, son choix, il faut pas qu'on lui prête des émotions humaines. Donc, ce n'est pas une question de gentillesse. Et le vivant intègre la mort. Indispensable parce que, et Bruno Latour le dit bien, le vivant et tout ce qu'il a mis en place, il l'a mis en place parce qu'il est confiné.
l'espace possible de vie dans la biosphère, alors dans la biosphère globale, mais alors pour nous, c'est encore plus petit, c'est quelques dizaines ou centaines de kilomètres grand maximum entre quelques kilomètres à l'intérieur de la Terre et puis dans la stratosphère. Et cette surface est très petite. Cette surface est très petite et les ressources, l'espace est fini, est limité en ressources, limité en place et limité en vitesse de capacité à la fois à reproduire les ressources et à décomposer et intégrer. Et du coup, on peut vraiment, je pense, aller se référer à l'expérience qu'on a eue lors du premier confinement. Lors du premier confinement, quand on ne pouvait pas sortir, on a été bien obligé de changer notre relation à notre lieu de vie. On ne pouvait plus sortir à 7h30 en laissant des monceaux de vaisselle et du bazar et rentrer à 11h du soir juste pour se coucher. On a été obligé de prendre soin de son lieu de vie, comme on était à la fois pour y vivre, pour y faire l'école quand on avait des enfants, pour pouvoir éventuellement travailler, mais on a aussi été obligé de prendre soin des interrelations. Parce que si on avait des tensions avec les personnes avec lesquelles on était confiné, c'était vraiment insupportable. Et donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir, de rapprocher de notre expérience, que le vivant finalement nous a fait vivre une expérience là, qui nous permet de sentir ce que ça veut dire. Et du coup, effectivement, le vivant, il est, ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon je vais prendre vraiment beaucoup trop de temps. Dans le vivant, il y a un tas de sortes de relations. Il y a bien sûr de la prédation, il y a bien sûr du parasitisme, il y a bien sûr du commensalisme, c'est-à-dire des organismes qui vivent côte à côte. Il y a aussi de la compétition, mais surtout entre organismes qui ont les mêmes besoins. Et ce qui prévaut, c'est la coopération, c'est l'associativité. Et là, rien qu'en respirant, vous pouvez déjà le sentir, parce que votre respiration, c'est une coopération avec tous les végétaux, algues et autres qui transforment le CO2 en oxygène d'un côté, qui récupèrent le carbone pour eux-mêmes grâce au soleil et à l'eau. On est en coopération en fait. Et ces coopérations, elles sont bien plus importantes dans le vivant. Et je ne vais pas rentrer dedans non plus, mais vous écouterez Gauthier Chapelle qui raconte bien ce qui se passe en forêt, entre les arbres et avec les champignons, et qui est au contraire un très grand maillage de coopération. Ok, merci. Ça répond un petit peu à vos questions? Oui, enfin, pas complètement, mais en partie, okay. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, merci. De rien. Donc, si je continue, en fait, pour moi, si je vais chercher un peu les origines là, dans notre culture, je pense qu'il y a quelque chose qui participe de cette culture de obtenir des résultats coûte que coûte et reléguer le prendre soin, tenter de réparer les dégâts. C'est ce qui a prévalu à la naissance des sciences, en fait, où la science a cherché à comprendre le tout par l'observation des parties, c'est-à-dire à couper le tout en petits morceaux pour observer de plus en plus petit et de façon analytique. Et ça, on le vit dans notre culture. Voilà, on l'a vécu à l'école, avec probablement le prof de maths ne parlait pas au prof de français, qui ne travaillait pas avec le prof de bio, mais on le voit aussi dans nos ministères et on le voit, voilà, une COP27 qui se termine avec des États qui ne sont pas capables de se mettre d'accord pour la survie de l'humanité. Pour moi, c'est vraiment un héritage de cette fragmentation que l'on a dans notre culture. Alors qu'en fait, le vivant, lui, il s'est créé et il continue à s'entretenir à chaque instant dans les interrelations. Ce sont les petits traits, là, les liens qui créent le vivant. À partir de la cellule originelle qui s'est multipliée, c'est en se frottant les uns les autres et en se frottant aux conditions et aux milieux que ça s'est diversifié, qu'ils ont trouvé des adaptations, des solutions, et que finalement le vivant de ce monocellulaire est devenu ce que l'on connaît aujourd'hui. Et ça ne se passe que dans la relation. C'est la relation qui change les éléments plutôt que les éléments qui changent la relation. Et ça, je ne vais pas rentrer dedans, mais on le sait tous dans nos vies aussi. Voilà. Et donc, du coup, on est dans une culture, on a dit que tout ce qui ne se voyait pas n'existait pas, et donc on en a perdu la grammaire. En préparant ce webinaire tout à l'heure, je partageais avec Jérémy que quelque chose qui me frappe ces derniers mois, c'est à quel point
nous n'apprenons nulle part dans notre culture les choses de la relation. Ni à entrer en relation, ni à faire évoluer la relation, ni à la réparer, ni à la célébrer, et même pas à la rompre. Que finalement, sur ce champ, on vit tous en mode par défaut. Une fois ça marche, une fois ça marche pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ça marche, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Et qu'en fait, on souffre tous de ça, alors que c'est ce qui nous arrive le plus. La relation avec soi-même, la relation avec son corps, avec ce qu'on ressent, avec ses émotions, mais la relation avec l'autre et avec les autres que les humains. Et je pense que c'est ça qu'on a à réapprendre. Et comme on n'a pas la grammaire, on a du taf. On a vraiment du taf. Et du coup, pour moi, cette culture, elle nous a emmenés à ça. Hein. Ce que j'appelle la création numéro 1, c'est la création du vivant. Hein. Ce qui a fait que cette terre qui était une boule inhospitalière, à un moment, la vie dans l'eau primordiale avec les gaz, etc., tout ça a créé des conditions. C'est le microscopique qui a créé les conditions de la vie, les bactéries, les virus, les archées. Ce n'est pas nous. On n'était pas là. Et donc, en fait, la réalité, c'est plutôt ça. Il y a la biosphère, là, qui est l'espace de vie dans lequel on a toutes les espèces. Dans ces espèces, il y a une espèce humaine qui a une petite activité qui s'appelle l'économie. Ça, c'est plutôt l'image de la réalité. Et donc, nous, on a, comme le dit Harari, cette capacité cognitive de s'inventer des histoires et de vivre dedans. Et donc, voilà, on vit plutôt dans quelque chose de cet ordre-là, où finalement, notre planète, c'est plutôt l'économie, ça s'appelle le marché, avec des humains qui sont au service de cette économie et une biosphère qui est exploitée pour pouvoir être au service de l'économie. Et avec une nouvelle, elle est plus si nouvelle que ça, mais enfin, elle est quand même récente, qui est Exoplanète, là, qui est la planète de la finance. Voilà, et des financiers avec lesquels j'ai travaillé disent que c'est vraiment une planète qui a rompu tous ces liens de principe et de logique avec la biosphère. En termes de rapidité, en termes de finalité, en termes de sens, on vit dans une histoire, mais dans une histoire qui, tout à l'heure, je ne sais plus quel est votre prénom, mais vous disiez que le vivant est sauvage. Je ne sais pas du vivant de notre culture ce qui est le plus sauvage, ce qui est le plus cruel, parce que c'est difficile quand on ne peut pas, quand on n'a pas les moyens de se maintenir sur la planète de l'économie, des humains ou de la finance, l'éjection est rapidement là. Et du coup, si je compare, là, si je fais une espèce de conclusion, ce que l'on voit, c'est que le vivant, il a une culture qui est cyclique. Ça fait quelques dizaines d'années que vous êtes sur cette terre, vous l'avez remarqué. Le jour, la nuit, les saisons, pour les femmes, ça se vit vraiment dans nos corps. Voilà, le cycle du carbone, de l'eau, tout est cyclique. Tout est circulaire, puisqu'effectivement, il n'y a pas de déchets. Entre autres, hein, j'y vais très vite, hein, mais voilà, tout est circulaire. Tout est basé sur la diversité. Pourquoi le vivant, il va plutôt chercher de la diversité, parce que ce qui est important, c'est que les fonctions du vivant soient remplies. On va plutôt avoir de la redondance, plusieurs espèces qui font la même chose. Pourquoi? Parce que si jamais il y a l'effondrement d'une espèce, il faut que la fonction, par exemple la décomposition, soit maintenue. Sinon, il y a risque d'auto-intoxication. Elle est fondée sur les interrelations, elle est organique, elle est systémique, complexe. Hein. Complexe, ça vient de complexus, tisser ensemble. Le vivant, il est tissé ensemble et nous sommes tissés avec lui. Nos cellules fonctionnent comme ça. Dans votre corps, dans nos corps, là, tout fonctionne comme ça. De façon complexe, de façon interreliée, sans que vous ayez rien à décider, sans que nous n'ayons rien à décider avec notre cerveau, avec notre pensée, parce que le cerveau aussi fonctionne comme ça. Et elle est essentiellement associative. Alors que nous, on est dans une culture cloisonnée, hein, on a vraiment coupé en petits morceaux, elle est linéaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment très impacté par le temps et par l'espace. Hein, on est dans une culture linéaire où on cherche à du toujours plus, où on pense que si on crée des dégâts ici, si on court très vite, on va s'en éloigner, sauf qu'on est dans une culture cyclique, donc fatalement que ces dégâts nous reviennent en boomerang, on le sait ça.
Dans la culture systémique, on dit que tout ce qu'on tient à l'écart revient en boomerang. Je pense que parmi les 30 personnes qui sont là, si vous cherchez un peu, vous savez ça dans vos vies. Que tout ce que vous avez laissé à l'écart, mis sous le tapis, pas voulu voir, pas voulu régler, revient en boomerang à un moment dans vos vies. Et en général, ça fait mal. Voilà, parce que ça, c'est le cycle. Mais du coup, ce qui est embêtant avec cette culture linéaire, c'est que pour moi, les réponses cycliques du vivant, à travers le climat, la biodiversité, les pandémies et autres, c'est une réponse en boucle. Elle répond à quelque chose qu'on a fait en un temps T, en boucle. Et comme on n'a pas cette culture, on prend ces boucles de rétroaction pour des erreurs de l'histoire. Donc, revenir dans cette culture, se redemander quel est l'effet de ce que je suis en train de faire ici, quel va être l'effet, parce que fatalement qu'il va y avoir une boucle de rétroaction. Elle est normative, alors on aime bien les choses standards, trop de diversité, on n'aime pas trop, elle est analytique, on va couper les choses, voilà. Elle est ultra contrôlante, la maîtrise, contrôler, séparer, voilà, c'est notre culture. Elle est simplificatrice du coup, parce que le complexe, vous ne pouvez pas l'appréhender, c'est difficile à appréhender. Et donc, on a eu tendance à simplifier les choses, à simplifier notre... Voilà, on cherche tout le temps à simplifier d'ailleurs, pour que ce soit plus facile à contrôler. Et nous sommes dans une culture ultra compétitive. Voilà pour ces constats. Et je vais maintenant aller, si vous voulez bien, à la suite de la réflexion. Donc, si le vivant prend soin pour obtenir des résultats qui eux-mêmes prennent soin, avec Gauthier Chapelle, on s'est demandé, mais pourquoi? Et en observant le vivant, on s'est dit, mais il est autogéré, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de centralisation, et ça roule, ça s'autorégule, c'est en équilibre instable tout le temps. Voilà, il y a bien quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui tenait ensemble l'ensemble de ces espèces, qui par ailleurs ont leur spécificité, leur personnalité, leur mode de vie, voilà. Mais tout ça danse ensemble. Et du coup, on s'est dit qu'on allait prendre le risque d'utiliser des mots humains pour... Alors, on n'est pas les seuls à le dire. J'ai vu que Jean-Marie Pell dit ça aussi, que quand on regarde le vivant, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quelque chose qui prévaut. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une intention. Et on a tenté de... Voilà, les mots qu'on a choisis, c'est qu'il nous semble que la raison d'être du vivant, ce serait de rester vivant ensemble et se reproduire. Et pour moi, c'est ce ensemble qui a été évacué de notre culture. C'est séparément. Chez nous, c'est séparément. Et l'un contre l'autre, et l'un plus que l'autre, et l'un mieux que l'autre. Alors que le vivant semble mettre en place quelque chose pour que tout reste vivant, parce que c'est ça qui crée les conditions de la vie, la toile de la vie, la trame de la vie. Voilà. Et donc, évidemment que c'est aussi pour ça que je suis facilitatrice en intelligence collective et que j'aime tellement ça. Parce que les pratiques d'intelligence collective, pour moi, elles permettent d'organiser le ensemble. Elles permettent de le mettre en œuvre. Alors, il est 19h20. Je regarde Jérémy pour voir si c'est bon. Je continue. C'est bon, je pense qu'on a tous envie que tu nous parles des peuples premiers et ensuite, les principes du vivant et des peuples premiers. Et ensuite, on refera un petit exercice pour ceux qui veulent rester avec nous, réfléchir après 19h30. Super. Et donc, comment le vivant fait-il ça de façon très concrète, et là, il y a quelques principes, il y en a 8, je pense. Voilà, ils sont plus nombreux, mais j'ai repris ici voilà, les plus faciles à comprendre. Et avec ce constat que la vie crée et entretient les conditions propices à la vie. Et la vie, je le redis, ce sont les bactéries, les virus et les archées qui tiennent la biosphère, qui font en sorte... Voilà, c'est tout le petit peuple, des champignons, des animaux du sol qui créent l'humus. C'est ça qui crée nos conditions de vie. Nous, on est juste bénéficiaires de ça. Voilà. Et du coup, les organismes vivants, ils ont des principes. Dans leur culture, il y a des choses qu'ils font et des choses qu'ils ne font pas. Parmi les choses qu'ils font,
ou qu'ils évitent ici, ils évitent les toxiques persistants. Donc, dans le vivant, je disais, le vivant utilise essentiellement les 6 molécules de base qui sont abondantes, qui sont biocompatibles, qu'on peut s'échanger entre espèces, qu'on peut décomposer. Il y a parfois des toxiques, comme des poisons par exemple, mais ils ne sont pas persistants, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont dégradés et ils reviennent dans le cycle du vivant. Alors que nous, dans le tableau de Mendeleïev, si tout le monde se souvient de ses cours de chimie à l'école, nous adorons les molécules rares, difficiles à obtenir et extraire, et en général toxiques, si pas pour toujours, pour longtemps. Voilà, donc ça c'est une grande différence entre la culture de ce vivant dont nous sommes, hein, je le rappelle quand même, et ce que nous inventons avec notre pensée, et dans nos actes du coup aussi. Ils utilisent les déchets comme matériaux, donc ça je l'ai déjà dit, alors comme matériaux mais aussi comme nourriture. La vie se nourrit de la mort. Ça c'est un principe. Voilà, c'est ce qui a trait sur cette terre, c'est comme ça. Ça permet effectivement, dans un espace confiné, qu'on ne soit pas, qu'il n'y ait pas une quantité de déchets insurmontable qui auto-intoxiquerait. Et ça fait partie de la condition de la vie. Voilà, ce n'est ni gentil ni méchant, ça fait partie de la condition de la vie. Voilà. Les organismes vivants utilisent l'énergie avec efficacité et en général d'origine solaire à 99%. Cette énergie, elle est gratuite, elle est abondante, mais ils vont quand même l'utiliser avec efficacité. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la manière dont nous utilisons l'énergie, que l'on va extraire loin, en détruisant l'environnement pour la récupérer, en ne tenant compte absolument pas du temps nécessaire à la renouveler, parce que chaque litre de pétrole que nous brûlons dans nos voitures, il a fallu des centaines de milliers d'années pour qu'il se crée. Et en plus, nous avons tendance à la gaspiller. Voilà, donc le gap, voilà. Les organismes vivants s'approvisionnent localement. Il n'y a pas Pierre Rabhi qui racontait cette histoire de 2 camions transportant des tomates, l'un des tomates qui ont poussé aux Pays-Bas et l'autre au Portugal ou en Espagne et qui font un accident. Le vivant ne fait pas ça. Le vivant, il s'approvisionne avec ce qui est là sur place. Et donc, il s'adapte à ce qui est là sur place. Il ne va pas chercher à l'autre bout du monde. Et finalement, même les espèces migratrices, quand elles migrent, elles ne migrent pas à midi pour aller chercher quelque chose à l'autre bout de la Terre pour leur casse-croûte. Elles migrent pour aller passer du temps à cet endroit-là, pour revenir. Mais l'approvisionnement se fait localement, avec ce qui est là. Je n'ai pas besoin non plus de vous faire un dessin par rapport à nous. S'appuie sur la coopération et la diversité. Donc ça, je l'ai déjà dit. La coopération, c'est le mode de relation le plus important dans le vivant, malgré tout ce qu'on a raconté, des grands arbres, des petits arbres, voilà. Quand on observe ça, voilà. Et Darwin l'avait déjà observé. Il n'a pas été, cette partie-là de son œuvre a été mise de côté. On a retenu que la compétition, mais la coopération, c'est ce qui fait la trame de la vie. Et la diversité, je l'ai dit, pour que toutes les fonctions soient assurées. Ils ne surexploitent pas leurs ressources. Ils n'ont pas de frigo. Ils mettent des trucs de côté. Voilà, donc ils vont faire avec les ressources qui sont là. Et quand il y a trop de ressources, parce que ça aussi, hein, donc il y a un film très intéressant là-dessus sur Arte, je ne sais plus, du côté de la Mongolie, là, des populations de lapins qui ont 8 portées de 16 petits, quelque chose comme ça. Ça attire les lynx. Plein de bons petits à manger. Et à partir du moment où il y a trop de lynx, d'une génération à l'autre, les lapins passent à 4 portées de 4 petits. Et les lynx s'en vont. Et donc le vivant, et ça c'est en lien aussi avec le principe suivant, le vivant trouve tout le temps des mécanismes de régulation pour s'adapter en fait. Et il ne prévoit pas le gigantisme, quand on arrive à du gigantisme, c'est souvent synonyme de pathologie.
Parce que ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait de la diversité pour maintenir la trame de la vie. Donc, il récolte en permanence des informations et s'y ajuste, et ça, vous l'avez vu, on l'a tous vu ici, ce printemps. C'est intéressant parce que Jérémy disait, il y a eu l'automne et puis il y a un deuxième automne. Vous avez vu, est-ce que quelqu'un a remarqué ce qui s'est passé dans le vivant? Comment le vivant a traité l'information de « il fait encore 24, 25, 30 degrés en septembre et en octobre ». Comment il a traité cette information? Tranquille, il a fait ses feuilles de l'automne, il les a fait tomber, voilà. Lui, il a son programme et il le maintient, ou vous avez observé autre chose? Je dirais qu'il a enclenché un cycle qui ressemblerait au printemps. Absolument, absolument. Moi, j'ai des pâquerettes dans le jardin ici. Et donc, c'est une question de, il y a quelque chose qui se passe, le vivant répond, s'échange des informations. C'est vrai aussi dans les forêts, quand, par exemple, un arbre en lisière de forêt se fait manger ou attaquer par un parasite, il va réagir à ça et il va envoyer des informations par ses racines et par des molécules qu'il éjecte dans l'air pour prévenir ses voisins qui vont augmenter leur tanin ou se renforcer pour éviter d'être attaqués. Et le vivant est tout le temps là à faire des boucles de feedback, des boucles de feedback, des boucles de feedback, à dire il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop ci, il fait trop ça, il fait assez, il fait machin. C'est vraiment sa manière de fonctionner et pour ça, il faut être dans la relation. Et le dernier, les organismes vivants rebondissent après les chocs. Oui, sauf s'il y a effet de seuil et où effectivement la dégradation est trop forte et où un écosystème peut s'effondrer, mais du coup va faire la place à autre chose. Mais en général, les écosystèmes, les organismes vivants rebondissent après les chocs. Voilà pour les principales, les 8. Je ne dirais pas que c'est le principal parce que si vous trouvez ceux d'Auckland et Dodson, soit dans mon livre, soit ailleurs, vous allez voir qu'il y a, voilà, ils sont le double. Mais ce sont, il me semble, ceux qui sont les plus faciles à comprendre et qui nous permettent de mesurer le gap entre notre culture et celle du vivant. Peut-être donc nous parler des peuples premiers justement pour nous aider à basculer de notre culture occidentale vers cette culture plutôt du vivant. Et juste pour vous dire que la dernière demi-heure, on va la passer à échanger sur nos pratiques personnelles et professionnelles, à partager comment on peut élever le niveau de conscience de nos amis et surtout de nos clients là-dessus. Voilà. Donc, on parle un petit peu de ce sujet important des peuples premiers, puis ensuite on échange. Tout à fait. Alors effectivement, quand on voit ces principes, on peut se dire c'est valable pour les arbres et les petits oiseaux et pour les bactéries. Mais alors nous, franchement, c'est un peu compliqué. Et je trouve que la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a d'autres humains sur cette terre qui ont une cosmogonie, une représentation du monde qui est très différente de la nôtre et qui ne se sont jamais départis en fait. Ils ont une culture qui ne s'est jamais séparée de celle du vivant. Pour eux, ils vivent sur une terre qu'ils estiment être leur mère, et c'est assez juste, hein, ce n'est pas une croyance ésotérique, c'est bien notre terre qui nous nourrit, qui nous porte, qui nous soigne, qui nous fournit de quoi nous abriter et nous loger et nous habiller. Voilà, on peut en faire, voilà, ça n'a rien d'ésotérique. Et du coup, ils s'estiment être une espèce parmi les autres, comme les autres, pas au sommet de la pyramide. Voilà. Et du coup, toute leur culture prend soin à intégrer le cycle, la circularité, la coopération. Voilà, j'ai mis quelques éléments ici. La nature pour les peuples racines. Alors, peut-être un mot sur les peuples racines pour les personnes qui les connaissent pas bien. Ce sont donc des peuples qui sont plusieurs millions, qui vivent à des endroits différents de la planète, qui ne se sont pas parlé. Nous aussi, nous avons été peuples racines. Hein. On était celtes à l'époque. Voilà, on a quitté cette culture, mais c'est quelque part dans nos racines culturelles quand même. Et ce qui est très touchant quand on observe la culture de tous ces peuples, bien sûr, ils ont leurs spécificités, ils ont leurs ombres aussi.
hein, comme nous. Mais ce qui fait le cœur, le tronc de leur culture commune, c'est vraiment d'avoir une culture qui est enchevêtrée profondément au vivant. Et donc, mettant en place des choses qui permettent d'en prendre soin. Et d'ailleurs, en général, ils vivent dans des endroits où la biodiversité est la plus riche parce qu'ils en ont pris soin. Et ce qui leur vaut, évidemment, notre cupidité. Voilà, ils se font évidemment maltraités par notre culture, mais ce sont aussi des peuples qui sont en train de reprendre conscience avec ce qui se passe sur la Terre, que leur culture est potentiellement utile à la guérison de l'humanité globalement, à la guérison culturelle de l'humanité globalement. Et donc les jeunes, à plusieurs endroits, les jeunes sont vraiment en train d'aller rechercher les racines de leur culture et de les repartager entre eux et avec les autres. Donc, la nature pour les peuples racines contient tout, elle est sacrée et elle n'appartient à personne. La notion de propriété n'existe pas. Ils sont gardiens. Et je vais tout de suite aller à la dernière phrase, là. Ils s'estiment être gardiens du vivant, gardiens de ce vivant qui est là, et de le préserver jusqu'à la 7e génération. C'est quand même énorme, ça. Et j'ai cherché pourquoi la 7e, et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils savent depuis toujours que le vivant répond avec un effet retard, possiblement jusqu'à la 7e génération. Alors, nous qui avons détruit toujours un peu plus de génération en génération, voilà, le gap. Ils se sentent appartenir à la Terre et non le contraire. Hein. Pour eux, c'est un organisme vivant. Ce n'est pas juste une boule avec une Terre qui est un substrat inerte et sans intelligence. Pour eux, c'est évident, ils l'observent. Et pour moi, ça, c'est aussi une grande, je ne l'ai pas mis là, mais une grande différence entre eux et nous. Pour moi, ils ont, eux, ce que j'appelle un savoir chaud. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser tous leurs sens. Ils vont utiliser leur odorat, leur vue, leur toucher, leur intuition, leur expérience, leurs émotions et le mental. Et du coup, ça va aussi les faire tout de suite mettre en œuvre quelque chose. Alors que nous, on a là un savoir froid, on sait. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on sait? Tout le monde sait aujourd'hui. Et on est capable d'être dans un biais cognitif qui fait qu'on fait des choses qui sont à l'inverse de ce qu'on sait. Mais on a surinvesti le mental. Toutes nos autres aptitudes ont été discréditées. Ils ont intégré profondément la circularité de la vie et ils ont des pratiques qui permettent d'être gardiens des cycles, de poser l'intuition qui les initie, l'intention qui les initie. Quelqu'un disait tout à l'heure, mais nous, on ne se pose jamais la question de pourquoi on fait les choses. Éric Julien, qui est un ex-géographe et qui accompagne aussi aujourd'hui les entreprises, a beaucoup aidé les Indiens Kogis de Colombie à récupérer leurs terres qui avaient été... bon, je ne vais pas trop rentrer dans son histoire. En tout cas, à un moment, certains Indiens sont venus avec lui ici en Europe et il les a emmenés dans le TGV vers l'Italie. Et à un moment, ce TGV est rentré dans un tunnel creusé dans une roche. Et ils ont crié. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un trou dans le corps de la terre-mère. Mais pourquoi? Et Eric a répondu, hein, comme bon petit occidental, hein, comme il est, comme nous sommes, mais pour aller plus vite. Et ils lui ont répondu, mais plus vite jusqu'où? On ne se pose jamais cette question de l'intention, de l'effet que ça va avoir. Et du coup, pour eux, ça fait vraiment partie profondément de leur culture, hein, des célébrations pour clôturer les choses, pour les fermer, pour boucler les cycles, des rituels pour les cultiver. Pour eux aussi, le vivant, c'est du visible, du tangible et de l'invisible. Et ça, on sait ce qu'on a fait de l'invisible en Europe. Hein. On a dit que ça n'existait pas. Mais donc, pour eux, les liens, l'inclusion, l'énergie, l'harmonie, la mémoire, tout ça, ils sont baignés là-dedans. Et depuis tout petit, on leur raconte des histoires sur le vivant, sur leur lien avec le vivant, leur lien avec l'ours, avec le renard, et qu'est-ce que le renard apporte, et eux, où est-ce qu'ils en sont. Ils remercient avant de chasser. Ils remercient l'animal mort pour que son âme puisse se réincarner. Ils célèbrent. Ils sont profondément connectés par leur sensibilité, leur perception.
et ce sont pour moi des peuples de la verticalité, c'est-à-dire avec une qualité de présence à ce qui est, avec tous leurs capteurs là, où ils captent effectivement les informations du visible, de l'invisible, et où ils en font quelque chose, où ils ont des moments importants pour échanger sur leurs émotions, pour échanger sur les rêves qu'ils ont faits la nuit qui a précédé, pour soigner la relation. Et du coup aussi, il y a chez eux une alliance masculin-féminin au service de la vie. C'est les deux qui sont au service de la vie. Pas le masculin qui peut avoir une tendance à détruire et le féminin qui peut avoir une tendance à prendre soin. C'est ensemble qu'ils s'élèvent, parce que c'est l'espèce. Le vivant nous a voulu une espèce avec deux sexués. S'il n'avait pas voulu qu'on apprenne quelque chose et qu'on prenne soin ensemble de ça, peut-être il nous aurait créé hermaphrodite, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas là une tendance, il n'y a pas chez eux une tendance où le masculin, et alors en plus, chez eux aussi, masculin et féminin ne s'attribuent en général pas aux hommes et aux femmes, mais s'attribuent à ce qu'on manifeste. C'est beaucoup moins catégorisé que chez nous. Voilà, et il se donne la mission de préserver le vivant jusqu'à la 7e génération. Et donc, moi, ça m'a paru vraiment important dans ce livre et dans ce que je partage, d'aller regarder ça pour se dire, mais on peut aussi, nous, on peut redevenir peuple racine. Je donnais une conférence avec Abdenour Bidar en juin, là, et je m'étais exprimée avant lui, donc il est passé après moi, et il a dit, mais probablement que nous allons redevenir quelque part des peuples racines dans cette conception-là. Pas pour ça qu'on va revivre comme eux. Et probablement que pour accoucher de ça, bah, ça va se faire dans la douleur parce que ce n'est pas facile de changer de culture. Mais que le vivant, de toute façon, va nous inviter à y retourner. Voilà, pour qu'on s'adapte à lui. Je suppose que tout le monde a des questions, donc j'envoie une de Gaëlle. J'arrête le partage d'écran. Et comme ça, comme ça, on peut se regarder un peu. Oui, ce n'était pas forcément une question, c'était plus une réflexion. Il y a une question d'échelle, c'est que ces sociétés, souvent, elles sont organisées en groupes qui ne font pas la taille des grosses villes qu'on connaît un peu partout sur la planète. C'est que du coup, dans ces groupes plus restreints, ben forcément, l'utilité sociale de chacun, elle est identifiée, elle est connue, elle est reconnue par les autres, par soi. Donc, je pense que ça change beaucoup la donne, cette question d'échelle. Et du coup, c'est une certaine fragilité aussi parce que quand j'ai eu beaucoup de chance, ça remonte maintenant, c'était il y a une vingtaine d'années, j'ai passé quelques semaines en Irian Jaya, c'est la partie indonésienne de la Papouasie. Et en fait, c'était un moment absolument extraordinaire, mais c'était aussi très triste de voir qu'ils étaient sur le point de basculer dans quelque chose où ils allaient perdre complètement leur culture parce que justement, certains avaient perdu totalement leur utilité sociale. Je me souviens d'avoir un peu plaisanté. Alors là, il y avait des fonctions assez genrées entre les hommes et les femmes. Et donc, on voyait beaucoup ils sont très petits, donc on voyait beaucoup de femmes qui portaient des trucs qui faisaient 2 fois leur taille au-dessus de la tête, qui travaillaient beaucoup. Et les hommes beaucoup moins, avec pas mal de problèmes d'alcoolisme, etc. Et je me souviens d'avoir discuté avec un homme qui me disait, mais si, nous, notre fonction, c'est de protéger le village. Sauf qu'en fait, depuis qu'il était né, on ne se battait plus avec le village de la vallée d'à côté. Donc cette fonction-là, c'était un petit peu une chimère qui restait, mais elle n'existait plus, quoi. Et là, c'était vraiment une faille et surtout un gros danger de déséquilibre, en fait, dans ce groupe social, quoi. Oui, il y a
donc, comme je le dis, ces cultures, alors ça dépend lesquelles, mais d'abord, elles ont à affronter notre propre culture. Donc, en général, oui, là, c'est typiquement voilà, le cas. et puis, on a essayé de les acculturer. Enfin, ils sont passés par des phases quand même pas évidentes. Si ce sujet vous intéresse, moi, je vous propose vraiment de lire le bouquin de Frederica Van Ingen qui s'appelle « Sagesse d'ailleurs » pour nous aujourd'hui. Elle a rencontré des personnes qu'elle appelle des passeurs qui ont vécu avec des Kogis, avec des Navarros, etc. Et c'est extrêmement intéressant de voir le parallèle et ce qui est commun entre eux. Et elle a écrit plein d'autres livres sur ce sujet pour aller chercher la racine. Et pour moi, j'anime aussi des ateliers. Et la semaine dernière, on travaillait justement sur les croyances derrière notre culture. Et je faisais travailler les gens sur les 7 pourquoi. Mais pourquoi est-ce que, tiens, il y a tel symptôme dans notre culture, premier pourquoi, deuxième pourquoi, troisième pourquoi, etc. Et on se rendait compte que finalement, sous les symptômes, on arrivait quasiment à une seule et même croyance, qui est la croyance d'être séparé du vivant, de ne pas faire partie du vivant, qui finalement avait généré énormément de peur. Et comment est-ce qu'on avait répondu à la peur? Par de l'hypercontrôle, évidemment. Et que pour moi, cet hypercontrôle a donné, au bout des siècles, a fini par donner la politique qu'on a, la santé qu'on a, l'extraction qu'on a, voilà. Alors que finalement, eux, cette croyance d'être séparés du vivant, ils ne l'ont pas. Et donc, ils ont des pratiques qui sont des pratiques d'unité. Voilà, avec des choses plus ou moins voilà. Mon propos n'est pas de dire il faut qu'on aille faire. Mon propos n'est pas folklorique. Non, bien sûr, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. Hein, bien voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de taille pour moi. Nos villes, elles sont nées parce que nous avons une culture qui s'est séparée, qui a fragmenté. Oui. La manière dont on fonctionne, en fait, pour moi, c'est comme ça que c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Et du coup, si eux s'estiment être vivants parmi les vivants sur cette terre, ce qui est la plus stricte réalité, comment est-ce que nous, est-ce qu'on peut s'inspirer de ça et se questionner si moi aussi, et ce n'est pas un si, c'est une réalité, je suis vivant et vivante parmi les vivants sur cette terre, mais qu'est-ce qui est en cohérence et qu'est-ce qui ne l'est pas en fait? Voilà. Moi, j'ai une question sur la verticalité. Tu viens de faire ce geste-là. Je crois que c'est ça que tu entends par verticalité, et donc je n'ai pas bien saisi. Non, ici je montrais qu'une croyance de base peut donner comme manifestation. Quand je dis que ce sont des peuples de la verticalité, enfin moi j'en ai fréquenté pas mal. Hein, d'abord, ils ont une verticalité dans le sens, une impeccabilité. On utilise ce mot-là. Il y a quelque chose de l'ordre d'une grande présence et une qualité d'intention. Chez les Kogis, par exemple, quand ils doivent échanger à propos de leur communauté, ils se réunissent dans une nuée. C'est une cabane faite de branches où chaque branche a à la fois son en rapport avec le corps humain et à la fois avec le cosmos. Et chaque fois qu'ils vont rentrer dans la nuée pour prendre des décisions, ils s'asseyent d'abord sur un tronc ou une roche à l'extérieur et ils vont aller chercher dans leur vie, dans leur existence, dans leur ressenti, à quand et d'où vient l'intention avec laquelle ils rentrent dans la nuée aujourd'hui, qui va être différente demain ou la semaine prochaine. Et donc, quand je parle de verticalité, c'est verticalité dans le sens cohérence, dans le sens alignement. Voilà, c'est ça que je dis quand je parle de verticalité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je me demandais ce qu'on pouvait faire pour permettre cette reconnexion au vivant, personnellement, avec nos amis et surtout dans le monde professionnel. C'était une question que j'avais, moi. Oui, je bisserais ta question, Jérémy, parce qu'effectivement, ce qu'a partagé Marine, je ne peux pas m'empêcher de faire des ponts, notamment sur ce qu'on appelle le dialogue partie prenante, etc., sur les interrelations, la compréhension dans quoi le système de l'entreprise vit. Et puis surtout, effectivement, c'est vrai qu'on parle d'écosystème d'entreprise, on a oublié de parler de son écosystème des fois individuel. Et je me demande, et moi, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que
il y a une espèce de schizophrénie totale de chaque membre dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, dès qu'on enlève la casquette de responsable de ci, de ça, les gens sont capables d'échanger sur le constat commun qu'on va dans le mur. Et pourtant, quand chacun revient à sa posture de j'ai des comptes à rendre à la fin du mois, à la fin de l'année, et puis voilà, je suis dans une organisation dont voilà, il y a des principes à suivre, des principes de performance, tout ça est oublié. Donc moi, c'est un de mes vrais questionnements, sûrement celui que j'amènerai à la fresque du facteur humain, c'est de dire comment réconcilier cette schizophrénie entre d'un côté le cerveau gauche, voilà, qui est très dans voilà ce qu'il y a à faire, et puis le cerveau droit qui est quand même là pour essayer de rappeler qu'il y a des trucs qui ne vont pas, mais ça ne se rejoint pas, quoi. Ouais, par rapport à ça, moi, il y a un choix que j'ai fait dans mes accompagnements, c'est de ne plus travailler, ça fait 10 ans que c'est comme ça, de ne plus travailler que pour des organisations qui ont un minimum d'engagement dans une démarche de futur durable. Et quand il y a ça, pour moi, tout le reste suit, c'est-à-dire qu'il y a déjà une conscience que l'entreprise n'est pas dans son cercle fermé d'ultra-performance pour elle-même. Il y a déjà, nous avons des voisins, nous avons des redevabilités, nous avons… et ça c'est comme si, au lieu d'être comme ça, avec son nez sur son nombril productiviste, il y avait déjà, oui, mais je suis en lien avec, oui, mais nous avons des responsabilités par rapport. Et en fait, voilà, ça change les choses. Et ça, c'est mon choix, parce que c'était insupportable pour moi de ne pas pouvoir… voilà, c'est tellement important pour moi d'accompagner les écosystèmes vers plus de respect de cette maison qu'est la biosphère et le vivant, que voilà, je n'accompagne que des organisations qui sont là-dedans et qui du coup aussi sont extrêmement preneuses et facilement preneuses de pratiques d'intelligence collective qui du coup travaillent ça et l'élargissent encore, évidemment. Voilà. Et une fois qu'il y a une conscience des liens, qu'est-ce que tu fais? Pardon, Jérémy, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Pour revenir à la question de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, donc toi tu dis il faut déjà qu'il y ait une conscience des liens, que les gens relient l'entreprise au monde extérieur ou voilà. Mais une fois qu'il y a ça, comment tu interviens une fois qu'il y a cette première prise de conscience? Ça dépend évidemment de ce qui est demandé, mais le minimum pour moi, et parce que je ne fais que ça, c'est comme je le dis, je propose des pratiques d'intelligence collective, donc de passer d'un mode de discussion habituel où certains parlent et d'autres ne parlent pas, à une culture de l'intelligence collective qui change quand même beaucoup et qui prend soin de ce tissu humain. Et puis, dans mes accompagnements en gouvernance, je m'inspire des principes de permaculture et du coût du vivant. Et donc, la première chose que je fais travailler, c'est la raison d'être et de faire travailler l'ensemble des collaborateurs à cette question qui est qu'est-ce que notre organisation apporte au monde? Et je pense que très rapidement, bientôt, je vais basculer et je vais faire poser la question qu'est-ce que notre organisation apporte aux vivants? Et chacun répond à ça en répondant à la question mais qu'est-ce que j'apporte au monde ou qu'est-ce que j'apporterai aux vivants en participant à cette organisation? Et puis d'aller voir comment le monde vient chercher. Et finalement, on arrive à une réponse, mais qui est co-créée en fait. Et qui crée ce noyau, comme dans le vivant. C'est comme dans le vivant avec voilà, l'impression qu'effectivement il y a comme une intention dans le vivant qui tient tout ensemble et qui fait que du coup aussi il y a de la liberté. Chacun joue son rôle. Il y a un exemple amusant là d'une entreprise, je crois que ça s'appelle Face in Nature, mais ils ont laissé une place au COMEX à la nature. Donc ils étendent. Des fois, en technique d'intelligence collective, on utilise ça, un siège vide. Tout à fait. Chez Triodos, moi j'ai accompagné la banque Triodos à Bruxelles et elle avait, au COMEX, il y avait une chaise rouge et une chaise verte. La chaise verte pour la nature, les végétaux, etc. Et la chaise rouge, je pense, pour les peuples racines, si je me souviens bien. Moi, j'avais l'idée de laisser un siège pour un enfant. Du coup, comme il parle, on peut l'avoir. Ça fait une 7e génération. Donc ça fait partie une génération.
Oui, mais si on met les peuples racines, c'est cette génération. Ouais. Voilà. Ça fait partie des choses que je pratique aussi, c'est que j'anime des ateliers du travail qui relient, qui sont évidemment une pratique qui permet à chacun de faire un chemin de reconnexion déjà au vivant en soi et à sa place, sa responsabilité, enfin, comment je joue, comment je fais travailler ma conscience. Voilà, donc Justement, moi, pour le travail qui relie, tu disais dans ton livre, c'est pas aussi. Enfin, ce qui est important dans le travail qui relie, c'est pas la tristesse, je crois, c'est ou la souffrance ou la douleur, c'est tout le processus. c'est le processus, ouais. Oui. C'est un processus, c'est une spirale et il faut vraiment passer par tous les stades. Voilà. D'accord. Et je ne sais pas si Geneviève veut poser une question, sinon je vois que Sylvie en Oui, pose une autre. moi j'avais une petite question et peut-être j'ai encore du mal à la formuler, donc mille On va sorry. t'aider. Voilà, en fait, si je comprends bien, la loi du vivant, tout se réajuste en permanence. Est-ce que dans le vivant, il y a des éléments qui viennent subitement apporter des nouvelles façons de faire qui pourraient aider non pas les éléments, mais les liens entre les éléments à se changer? Pour expliquer ça, c'est est-ce qu'il y aurait, parce que je vois beaucoup d'entreprises essayent de s'adapter, de changer leur manière d'être, est-ce qu'on pourrait changer en une seule fois l'économie? Est-ce qu'on pourrait, disons, réfléchir à vraiment modifier ça pour arrêter d'attendre que ce soit le vivant, donc les entreprises qui s'adaptent? Voilà. Est-ce que dans le vivant, ça se voit, des grandes transformations comme ça? Mais, dans le vivant, il y a eu par exemple une très grande transformation qui est la chute apparemment d'une météorite du côté du Mexique qui a fait disparaître 99% des espèces. C'est pas pour ça que le vivant est mort, puisqu'il y a des espèces qui ne sont pas revenues, comme les dinosaures, hein, probablement parce qu'ils étaient trop grands. Ils avaient quelque part une inadaptation, mais le vivant s'est recréé. Alors, je dirais que pour changer l'économie, un truc un peu radical, ce serait que la finance s'effondre du jour au lendemain. Ça fait très longtemps qu'on dit c'est pour le mois prochain, c'est pour le mois prochain, c'est pour le mois prochain. Le mois prochain qui n'arrive jamais parce que y a tout le temps des manœuvres de lui maintenir la tête hors de l'eau. Mais oui, dans le vivant, un incendie comme on en a eu cet été, partout en France, hein, là on l'a vécu. Moi, j'étais entourée d'incendies ici. J'avais plus d'eau. Le 14 juillet, j'avais plus d'eau au robinet. Donc, le vivant est en train de nous parler fort. Est-ce qu'on en fait quelque chose? Un incendie, ça a l'air d'être ratiboisé, mais dans les mois et les années qui viennent, eh ben, le vivant va revenir avec d'autres espèces, des espèces pionnières qui vont refaire du sol, comme le bouleau, comme les fougères. Voilà. Et puis après, quand elles auront fait du sol, c'est d'autres espèces qui vont revenir et qui vont réinventer. Ce ne sera plus la même forêt qu'avant. Mais c'est vrai on est tenté d'être interventionniste, c'est aussi comme ça que je prends la question. Et j'ai appris, d'ailleurs, je crois que c'est Christiane, Christiane qui en parlait, c'est qu'il faut prendre le temps d'observer. C'est terrible. On a tellement conclu qu'on était au-dessus du vivant. L'agriculture conventionnelle, pour moi, elle ne peut exister que si on part du principe que la Terre est un substrat inerte et sans intelligence. Heureusement qu'on est là avec notre chimie et notre créativité, là, pour lui balancer des trucs qui, à mon avis, on a l'impression que ça ne tue rien puisque c'est un substrat inerte et sans intelligence. Mais il suffit d'aller en forêt. Qui a pu croire ce mensonge? Qui a pu croire ce mensonge? Il suffit d'aller en forêt, d'utiliser ses yeux, de soulever une branche et de regarder si la Terre est un substrat inerte et sans intelligence. C'est énorme. Et c'est vraiment la base de la permaculture. La Terre est un substrat plein d'intelligence. Ce sont tous les petits micro-organismes, les petits vers, les champignons, les bactéries qui créent cet humus et qui font pousser les légumes. Parce qu'on coévolue, on est dans une coévolution, donc plutôt que d'être supérieur et de faire des réserves ou d'attribuer de faire de l'anthropomorphisme, en fait, il faut observer ce qui se passe, comprendre et ressentir et imaginer des choses. Et c'est vrai que je me disais, mais pourquoi on cherche dans l'espace des extraterrestres alors qu'il y a plein d'êtres vivants sur Terre qui pourraient nous inspirer d'autres façons d'être et de vivre. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut lire Baptiste Morisot, Vinciane Després, qui sont fabuleux pour les loups, pour les oiseaux,
de se confronter à l'altérité. Il y a Sylvie qui veut parler aussi. Oui, j'attends très sagement. Ouais. En fait, Passionnée par le sujet. Oui, pour Marine, par rapport au fait qu'elle sélectionne les entreprises et les organisations qu'elle accompagne justement pour ne travailler qu'avec celles qui sont prêtes. Et ou prêtres, on ne sait pas. Mais alors que d'expérience, effectivement, ce que j'ai pu voir, c'est, enfin voilà, en gros, là, ce qui nous entraîne dans le mur, c'est pas les gens qui sont déjà suffisamment matures pour avoir mené cette réflexion, qui d'ailleurs sont déjà en général assez avancés sur cette réflexion. C'est ceux qui, au contraire, regardent de l'autre côté. Et moi, mon questionnement, comme je suis en recherche d'impact, c'est de dire, mais comment on peut faire gagner en prise de conscience ces grosses entités, parce que, voilà, effectivement, si, on ne pourra pas faire sans elles si on veut vraiment détourner le cours de la catastrophe. Et ce n'est pas évident. Et en même temps, elles sont amenées par la force du législateur à prendre conscience, parce qu'on leur impose qu'il y a des parties prenantes. Donc, moi, je me trouve beaucoup confrontée à certaines organisations qui doivent faire par la force des choses que certains, même y compris chez elles, auraient envie de faire par justement le bon sens. Et c'est comment arriver à pousser ceux qui font ça par la force, à être entraînés par ceux qui font ça et qui en sont promoteurs, parce que sinon, ces gros bousins, ils vont rester là où ils sont. Oui, je pense qu'effectivement, ils peuvent être régulés par le législateur, mais ils sont en train d'être régulés par le vivant aussi. Quand une pandémie arrive et qu'ils ne peuvent plus avoir accès à des matériaux, des matières premières, voilà, quand il y a un problème d'eau, enfin voilà, la nature va commencer à leur raconter des choses systémiques. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Pour moi, la systémique, elle devrait être enseignée à l'école. Et je rêve, je l'enseigne moi dans mes modules, mais finalement, moi j'ai trouvé ça fabuleux qu'en 2020, on ait un petit truc invisible qui a fait partie des premières espèces sur la Terre et qui a créé les conditions de vie, qui nous est tous mis par terre et qui nous est montré à quel point tout était relié. Les pays, les soins, la nourriture, les finances, le machin. Oh, on a eu mondialement une leçon systémique. Waouh, moi, je n'ai jamais osé rêver à un master pareil. Hein. Alors, est-ce qu'on a été… Le problème, c'est qu'on était trop peu nombreux encore à en avoir la lecture, avoir la lecture de ça comme une leçon systémique. Mais on va s'en prendre plein, en fait. La sécheresse de cet été a été la canicule. Enfin, tout ça nous raconte, ça, c'est les résultats ce n'est que les résultats de la production de CO2 d'il y a 40 ans, ce qu'on vit maintenant. Parce qu'il y a l'effet retard. Ouais. Moi, ce que ça m'inspire, tu me diras, Marine, mais il y a ce postulat qu'il faut que les gens se prennent la claque des règlements climatiques. Moi, récemment, j'ai eu la claque de la perte de la biodiversité ou de l'appauvrissement des sols que je n'avais pas intégré dans son ampleur, en fait. Et donc, je me suis dit, oula. Et donc, c'est pour ça que le concept de la régénération m'a encore plus parlé. Et je me suis dit, il faut que voilà, je ne sais pas si vous avez vu Mission Régénération, mais bon, voilà, je suis dans la mission. Voilà. Donc, il y a cette idée que voilà, ça passe par la tête, une prise de conscience, et qu'on va pleurer, et qu'on va se dire qu'on va mobiliser sa colère, et on va être un activiste. Et je pense qu'il y a une autre façon de faire, qui est de passer par l'expérience et donc mettre les gens, c'est pour ça que je lance les Regeneration Camp, c'est 3 jours dans la nature, dans une ferme, on aura tout le confort qu'il faut, quoi. Mais où en fait on fait l'expérience de se sentir soi, de sentir les autres, de sentir le vivant autour d'eux, et ça passe pas par la tête, ça passe par le bien-être, peut-être par le ressenti, quoi. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas convaincre les gens à comprendre l'importance du vivant. Et que la meilleure énergie qui permet le lâcher-prise et qui va à l'encontre de la peur, c'est l'amour. Donc, comment tu fais que quelqu'un se sente, ressente et, et envie de… Mes clients. Hein?
Bah oui. Tu sais, Sylvie, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je pense que c'est intéressant peut-être de les faire réfléchir, en fait, et de leur demander, tiens, quand ça se passe, à votre avis, pourquoi? D'où ça vient? Et sur la réponse, pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Pour qu'ils voient les liens, en fait. Voilà, alors certains sont... Non, mais c'est vrai. Ben, en plus, la raison d'être, moi, c'est ce sur quoi je suis spécialisée, en fait. J'aide des entreprises à révéler, on aime bien dire révéler, puisque voilà leur raison d'être. Mais effectivement, je trouve que c'est intéressant d'aller dire, voilà, tout ce qu'ils perçoivent comme extérieur à eux et comme facteur limitant, d'essayer de leur faire comprendre que c'est le vivant qui leur donne des leçons. Ou en tout cas, c'est la démonstration qui dépend du vivant, donc il ferait mieux de s'en préoccuper un peu, parce que sinon, voilà. Mais qu'ils y arrivent eux-mêmes voilà. en coaching plutôt que d'essayer de leur... Je vais essayer ça. Ouais. Moi, je vais couper juste après, mais dans la perma-entreprise, ce que j'ai appris, c'est que en fait, c'était comme une boussole. Et comme on appuie la boussole du vivant, le fait de prendre un cours de permaculture, le fait de marcher dans la forêt, le fait, voilà, on n'a pas ça en tête, en fait. Et donc, quand on travaille sur qu'est-ce qu'on va faire dans l'entreprise, si on ne comprend pas, on ne sait pas si ça existe, si on ne comprend pas, si on ne l'a pas senti, vécu, je pense qu'on ne peut pas l'injecter dans une raison d'être. Voilà. Bon. Voilà, mais bon, c'est une idée. Donc, je clôt, comme ça, on peut se dire des choses qu'on ne veut pas avoir enregistrées. Je vous salue, un grand merci. Et je partage 2000% tout ce que vous venez de dire sur l'expérience émotionnelle et la puissance de ce que ça emmène. Et de la lumière plutôt que l'ombre. Donc, les permaculteurs sont des gens qui nous apportent de la lumière. Donc, je trouve qu'il faut aller vivre à côté de ces gens-là pour voir qu'ils peuvent être et joyeux, et sobres, et connectés. Et voilà. Donc, moi, je suis plutôt dans ce ressenti lumineux. C'est vrai, Christiane, on se disait pendant la formation Perma-Leader, effectivement, que l'écologie, c'est un plaisir. C'est pas oui. les écolos, on vit bien. Comme disait Bruno Latour, les écolos, soit vous faites suer, soit vous faites peur, mais il y a une autre manière de donner envie qui peut être un vrai projet enthousiasmant. Donc, moi, je suis plutôt de ces leviers-là pour donner envie aux gens de changer. Après, est-ce qu'on embarque Total et autres avec ça? Je ne sais pas, mais enfin, en attendant, à mon échelle, c'est ce que j'essaye de faire. Merci. Un grand merci à vous deux. Moi, je dois vous laisser, mais vraiment, voilà, c'était nourrissant. Ça file la pêche.